Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du MKW de la marque Kizuna Works, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Cédric, le propriétaire de la réplique, mais aussi la team des gens polis, voilà, qui ont fonctionné en association à une époque. Je vais prendre 10 secondes pour parler d'eux parce que je suis dans une démarche de communauté, vous le savez, de communauté d'airsofters, et c'est bien de renvoyer la balle. Donc c'est une association, la team des gens polis, si vous voulez avoir une idée de pourquoi ils s'appellent comme ça, eh bien ils ont été créés en 2014 et c'est une team russophile. Donc, eh bien, il vous suffit de réviser un petit peu votre géopolitique et vous saurez quel est, pas la joke, mais le petit repère nominatif. Ils ont commencé avec des setups de type EMR et puis progressivement, ils sont en train d'évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus moderne avec du multicam et du moss green. Ils ont une approche milsim, voire milsim ACP pour certains d'entre eux, et ils sont passionnés pour un certain nombre de reenactments. On peut les voir sur un certain nombre d'OP, et j'espère qu'ils viendront avec nous jouer sur Cold Response 3. Leur type de recrutement, eh bien écoutez, c'est plutôt l'implication, la disponibilité, le jeu d'équipe, chacun devant maîtriser son métier dans les squads, et évidemment, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est d'abord une bande de copains russophiles. Je vous mettrai en description leur Insta et leur Facebook. Abonnez-vous chez eux, allez lire, allez voir, allez les contacter. C'est ça l'esprit de la communauté. Mais alors, pour revenir à notre réplique, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est qu'ils sont tous soit porteurs d'un PL15K de chez Kizuna ou d'un MKW et ils le jouent toute l'année. D'accord? Donc quand moi j'ai une équipe qui a une approche milsim et qui utilise un PA toute l'année par toutes les températures, ça m'intéresse de faire la revue de cette réplique pour voir ce que moi je peux évaluer, sachant la qualité que cette team y voit. D'accord? Alors, comme d'habitude, c'est très important pour moi que vous puissiez vous abonner. Ça me permet d'avoir du contenu et d'emprunter du matériel. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez que ça n'a rien à voir avec une forme de monétisation. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Un simple clic pour vous change énormément de choses pour moi. Si vous voulez me soutenir, bien sûr, lorsque vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt, vous passez par le lien en description et ça me permet d'avoir quelques euros en gratification dès lors que vous passez commande. Alors, on va revenir à cette réplique du MKW de chez Kizuna Works. On est sur une équipe qui commande ses répliques sur un site italien dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté le PL15K, qui est le site Killer Studio Airsoft. Alors, bon, ce site-là, plutôt qu'un autre, moi, ça m'est égal. Simplement, ce qui m'intéresse sur ce site, c'est qu'on va avoir en aftermarket un certain nombre d'éléments que je vous passe à l'écran, comme par exemple de quoi changer les sights avant et arrière, on en parlera plus tard, pour des sights bas. Vous pouvez aussi acheter un adaptateur qui vous permettra, si vous avez le PL15K et le MKW, d'utiliser les longs chargeurs du MKW de manière esthétique et sans qu'ils sortent de la poignée du PL15K. Vous allez pouvoir demander à ce qu'il soit fait une finition Cerakote bronze ou grise. On parlera aussi de l'intérêt de faire ce type de modification, un réducteur de son spécifique et une plateforme pour poser un RMR, pour ceux qui aiment ce genre d'acquisition avec un point rouge, en lieu et place en fait du sight arrière. Donc on n'est pas sur une plateforme de type MOS comme sur les Glock qu'on retirait pour implémenter, non. Là on va venir positionner en force une plateforme à la place du sight arrière. Alors, la petite observation maintenant, la réplique arrive dans une boîte orange classique de chez Kizuna avec les deux serpents sur la boîte. Ce que j'apprécie, j'ai l'habitude de ne pas parler des notices et j'en ferai pas forcément le détail, mais on va avoir à l'intérieur, et pour les débutants c'est top, une notice explicative précise et avec des photos précises pour mettre et retirer le chargeur, le montage et le démontage de l'ensemble mobile, c'est-à-dire de la glissière. Vous allez avoir aussi le détail sur comment retirer le canon, comment démonter le bloc au pop, avec des éléments, regardez, en surbrillance, pour vous mettre au clair sur les pièces dont on parle. Là, notamment, on en parlera et c'est très intéressant, la petite molette de réglage du hop-up. Donc, je tire mon chapeau, bien sûr, on a tout un éclaté à la fin qui, pour moi, me fait horreur puisque je n'entends rien à la mécanique. Mais au moins, franchement, des détails avec des photos en surbrillance, j'apprécie vraiment la dimension pédagogique, c'est top. Et puis, on va avoir quelques goodies
Voilà, un patch Kizuna Works brodé qui est plutôt réussi. Souvent, les patchs sont en PVC, pas très jolis. Et on va avoir la réplique. Alors, observation. Deux choses. L'encombrement. On est sur une réplique lourde qui a plus en termes de volume celui d'un Hi-Kappa ou d'un 1911 que celui d'un Glock 17. D'accord ? On est donc sur une réplique qui est relativement encombrante, avec une poignée plutôt longue. Vous voyez à quel point ça dépasse de plusieurs centimètres en dessous de ma main, et des petites sensations d'instabilité qui, heureusement, sont compensées par la forme de la poignée et cette main qui va rentrer et passer sous la culasse, qui, heureusement, permet de compenser les déséquilibres. Deuxième chose que j'observe, ce sont des organes de visée extrêmement protubérants. Regardez un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir, la hauteur des organes de visée, mais c'est vraiment très très important en termes de dépassement au-dessus de la glissière. Au premier regard, je trouve ça assez atroce. Voilà, on va voir ce que ça donne sur l'acquisition de visée. J'espère que ça va pas me gêner. Sinon, on va avoir des stries avant, des stries arrière qui renvoient typiquement aux plateformes des pistolets dernière génération. On va avoir un arrondi, une surépaisseur au niveau de la poignée qui va venir bien compenser le creux naturel à l'intérieur de la main. Donc ça, quand on a de la forme anatomique, je trouve ça très intéressant. Néanmoins, moi je ressens une petite instabilité, notamment sur les pivots à l'intérieur de la main. J'aurais préféré une crosse peut-être un petit peu plus gonflée sur les côtés à voir dans la pratique, mais c'est certainement dû au fait que moi, qui suis très habitué à la plateforme Glock et notamment à la taille du Glock 19 pour cette saison, voilà, je pense que les gens qui utilisent du Hi-Kappa n'auront aucun problème à se sentir à l'aise avec ce type de matériel. On a une culasse avec un arrêtoir de culasse parfaitement fonctionnel, un ressort de rappel bien franc, voilà, et franchement, voilà, ça gratte quasiment pas sur le retour. Vous voyez là, je libère l'arrêtoir de culasse. On est sur quelque chose de beaucoup plus fluide que la série des Glock de chez Umarex. Au niveau mécanique, je trouve ça très très intéressant. L'arrêtoir de culasse tombe très facilement sur le pouce. Un chargeur, regardez, qui va tomber très facilement de son emplacement. Donc il n'y aura pas à tirer dessus, etc., etc. Et qui ballotte un petit peu à l'intérieur. Donc il faudra faire attention. J'ai pas eu l'impression sur les différentes manipulations qu'on accrochait le bouton au point de le perdre. Là, vous voyez, il est suffisamment dans un creux. Regardez, le bouton est protégé dans un creux, qui fait que clairement, les manipulations qui risqueraient, comme sur certains Glock, moi j'ai un vieux Glock WE, on effleure à peine le bouton qui est protubérant, qu'on perd en fait régulièrement les chargeurs. Le nombre de fois où j'ai vu des propriétaires de Glock WE qui cherchaient leur chargeur, c'est un truc de fou. Là, c'est en creux, ce qui fait que dans la manipulation, c'est pour ainsi dire impossible d'aller le chercher avec le pouce. Ça, c'est très intéressant. On est obligé de basculer la réplique légèrement vers nous pour aller chercher avec la pointe et sortir le chargeur. L'enclenchement se fait naturellement, on n'a pas de point dur comme on peut observer sur d'autres PA comme le Gratch par exemple, c'est assez désagréable. Donc là au niveau manipulation, vous voyez, si j'y vais doucement, à la limite ça va pas se clencher, donc on peut y aller franchement sans avoir de point dur trop important. Sur la prise de visée maintenant, eh bien écoutez, on a effectivement des organes de visée qui sont très hauts, mais je peux pas dire que ça va me gêner. Ça me permet notamment, parce que ma vision de près s'est dégradée à 51 ans, de parfaitement faire l'acquisition entre les deux points blancs arrière et le point blanc avant, voilà, qui sont parfaitement visibles. Alors je vous le dis clairement, si j'achetais cette réplique, je commanderais tout de suite en aftermarket les sights bas pour les remplacer. Ça, c'est une évidence. On a quelques marquages, voilà, le marquage 9x19, ici, voilà, au niveau de l'éjecteur. On va avoir aussi des marquages qui sont spécifiques à une commande, là, ici, sur le site italien. Et puis, on a le petit numéro de série qui est assez sympa. On va avoir ici la sécurité fonctionnelle et ambidextre. Donc ça, c'est très très sympa. Vraiment, la manipulation, il est très très crédible. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Mais vraiment, hein, je continue. Alors pourtant, il y a un grip interne différencié du grip externe et avec un bombé sur l'arrière. Mais je continue quand même à avoir une sensation d'instabilité
au niveau de la réplique. Il va falloir avoir une prise en main bien ferme pour réussir à maîtriser la réplique, je pense. Mais par contre, voilà, si on ne pense pas aux organes de visée, il est très très beau, très bien fini, très moderne, le petit rail Picatinny en dessous. Il est vraiment... je pense que quand D'ailleurs, si l'un d'entre vous a fait la modification et est en communication avec nous sur Messenger, ça m'intéresserait d'avoir une photo. Si vous avez changé les sites, ça m'intéresserait de l'avoir. Alors, quelques chiffres maintenant. Sur la fiche commerciale, notamment de ce site. Sur les matériaux de construction, on a à la fois de l'alliage d'aluminium et du polymère renforcé de fibre. On a un canon interne en 6,03 d'une longueur de 94 mm. La réplique fait 20 cm en tout. La capacité du chargeur, c'est 26 plus 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 26 plus 1 ? Encore une fois, pour les débutants. Alors, moi, j'ai jamais réussi à faire 26 plus 1. J'ai réussi à faire 25 plus 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous allez avoir la possibilité, parce que, je ne sais pas si vous le verrez, mais à la base ici, le chargeur est retaillé de manière un peu plus large, ce qui va vous permettre de charger par l'arrière très facilement et de contrôler en fait l'alimentation du puits de chargement. Ok ? Comme d'habitude, on relâche pas comme un dingue le poussoir de billes et ça va vous permettre, une fois que vous avez rempli votre chargeur, de l'enclencher. Vous engagez une bille dans le joint, c'est une réplique. Voilà. La première bille part dans le joint, vous ressortez le chargeur, et là, vous allez pouvoir remettre la 27e bille pour eux, voilà, la 26e pour moi. 25 plus 1, 26 plus 1, d'accord ? Et là, vous êtes en chargement maximum. Alors moi, je le fais jamais, mais effectivement, quand on est dans une approche 1000 sim, et que on a par exemple 3 chargeurs, et qu'on n'a pas le droit de les recharger sur le terrain avec des chargettes, d'accord ? Parce que c'est pas réaliste, oui, un coup, c'est un coup, et donc, il faut que ce soit chambré. Et donc, on va avoir la réplique qui est chambrée et le chargeur plein à craquer. D'accord ? Sur la suite des éléments, on est sur un poids total de 750 grammes. Vous voyez, chargeur compris, c'est pas rien, quoi. On a les fonctions semi-automatique et sécurité. Sur les caractéristiques, on a un bouton de rétention du chargeur qui est ambidextre. Le marteau, je vous le montrerai au petit démontage tout à l'heure, est en acier. Et la visée avant et arrière sont en polymère haut de gamme, nous disent-ils, polymère haut de gamme. Bon, il y a une recommandation aussi qui est l'utilisation d'un 170 PSI. On en parlera aussi à l'occasion des tests de tir, mais déjà au niveau du magasin, ils nous demandent de prendre du gaz à haute pression. Sur la question des holsters maintenant, pas de holster Kydex compatible est disponible sur le site, mais a priori ça devrait venir. J'ai échangé avec Cédric qui me dit que le Safariland 579, qu'il a en copie, je vous mets une photo, est tout à fait compatible avec ce MKW. Et moi j'ai testé l'Adaptix, que je trouve pas forcément super joli au niveau du look de chez Swiss Arm, mais qui a le mérite de se régler au millimètre avec les différents boutons de réglage. Voilà, on a 6 boutons de réglage. Et on va avoir une réplique qui bouge quasiment pas, vous voyez, et qui va avoir une rétention absolument correcte. J'en profite justement, puisque je l'ai manipulé 2-3 fois, pour vous montrer que on a déjà des petites zones d'abrasion. Je ne sais pas si vous le verrez avec les reflets, ici, sur les arêtes. Et à différents endroits, on a déjà la peinture qui est en train de se retirer. Et je pense, Cédric, que tu ne l'as même pas encore joué. Donc, les allers-retours dans les holsters rigides, à mon avis, vont avoir rapidement des conséquences. D'où l'intérêt, si vous n'êtes pas trop limité au niveau de l'argent, de faire cette peinture Cerakote. Et si vous l'avez faite, encore une fois en commentaire, dites-moi ce que ça donne. Ça m'intéresse parce que des fois, on propose des options et c'est pas forcément super. On peut regarder aussi au niveau de la fragilité de la peinture. Je pense que c'est le même type de fragilité de peinture. Je sais pas, moi, il a même pas tiré une dizaine de chargeurs. Regardez les surfaces de frottement au niveau du canon. Voilà, je sais pas si c'est flou ou pas. Voilà, on n'est pas sur de la peinture de qualité. Je pense que c'est le même type de peinture. Donc, il faudra, je pense, sur les pièces en frottement, petit clin d'œil à Vadim, mettre un petit peu de graisse pour limiter l'usure des différents matériaux. Alors, un petit peu de démontage maintenant, mais pas trop. On est sur une glissière qui est retenue par une goupille traversante de la droite vers la gauche. Vous gourrez pas, d'accord? Donc, vous allez avoir ici la partie que vous allez devoir mettre en pression, qui va s'extraire de ce côté-ci. Première action, je retire le chargeur. Deuxième action, j'arme la culasse. Troisième action, avec un chasse goupille, classique. J'appuie côté droit et je sors la pièce. Voilà la pièce.
Voilà. Et vous sortez doucement vers l'avant. Si vous n'avez pas armé la glissière, vous allez avoir un point dur. C'est encore une fois le risque d'endommager les choses. Alors, à l'intérieur, on va avoir une glissière classique, on va avoir le nozzle, l'ensemble canon, le ressort de rappel. Bon, c'est pas ça que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez, c'est ici, là, on a la molette qui permet, ici, là, en dessous, la molette est à plat, de réglage du hop-up. Alors ça, je trouve ça vraiment très bien. Souvent, on a, par rapport à la glissière, la molette de réglage, notamment sur les plateformes Glock, elle est à la verticale, sur la tranche, d'accord? Et donc, on doit agir avec le pouce comme ça, on sait jamais si on a trop bougé ou pas. En plus, comme moi, j'y vois rien, je sais pas ce qui se passe. Là, elle est à plat, d'accord? À l'horizontale. Vous allez pouvoir la manipuler, la molleter avec le pouce et l'index. Et on entend distinctement les clics. Ça va vous permettre de faire un réglage extrêmement fin. Petite indication par rapport à ça. Si vous mettez la réplique hop-up à 0, et il y a un petit moins sur le côté, bon, on le verra pas bien à la caméra. Donc en fait, si vous dévissez dans ce sens-là par rapport à la glissière, d'accord? Si vous dévissez, vous allez complètement libérer la tension sur le joint et la réplique ne fonctionnera plus, d'accord? Le gaz va contourner la bille qui va tomber à 30 cm. Et donc, le test Crony hop-up à 0 est quasiment impossible à faire. Ça veut dire que moi, j'ai mis sous tension le joint hop-up jusqu'à ce que j'ai effectivement une éjection de la bille, mais c'était très très compliqué, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si vous recevez la réplique et qu'elle a l'air non fonctionnelle et que les billes tombent juste devant vous, réglez progressivement le hop-up et vous allez voir que la bille va aller de plus en plus loin et on parlera des tests de tir juste après. Pour remettre en place la culasse, eh bien, on va avoir ici le point repère qui va s'adapter ici à l'arrière à la glissière. On enclenche l'arrière de la glissière sur les points de repère centraux et on ne force pas sur la zone du marteau. On réenclenche normalement. Alors, contrairement à mon USP 45, le puits traversant n'est pas totalement clair lorsque vous allez devoir réenclencher la goupille. Ne cherchez pas à manipuler la culasse pour trouver un point clair, ça ne sert à rien. Alignez-la parfaitement. Positionnez la goupille traversante. Quand il y a un point dur avec le pouce, appuyez gentiment mais fermement et vous réembrayez sans souci la goupille. D'accord? Forcez pas, tapez pas au marteau. Si ça résiste trop fort, remanipulez. Attention, ce sont des maquettes. Ensuite, vous vérifiez le cycle pour ne pas lancer le cycle avec du gaz et du gaz puissant. Vérifiez à la main que ça cycle normalement et la culasse ne dépasse pas et que le canon n'est pas emporté par la culasse. Et là, on est impeccable. Bien sûr, on libère le marteau avant de continuer à travailler sur la question. Pour le petit test de fonctionnement, je vais mettre mes lunettes. Je vais vous faire une présentation plutôt au 150 PSI. Ça sert à rien de contraindre à mort la mécanique alors que ça n'est pas ma réplique. Bien sûr, je vais faire la manipulation sans bille. Je vous ai dit qu'on était à 18,5 degrés. Je vais évidemment neutraliser l'arrêtoir de culasse. J'arme la culasse. Vous voyez, on est sur un kit qui est très sympa. Voilà. J'ai pas compté exactement les tirs, mais vous entendez, on est à peu près à 25 tirs. Et à partir du 25e tir, on est neutralisé et le contenu du chargeur est au bout. Sur la question du Crony maintenant. Alors, je vous l'ai dit, le Crony, j'ai été embêté. On est là dans une atmosphère à 18 degrés à peu près. Voilà, j'ai fait les tests à 18 degrés, à la 0,20. Et j'ai fait le test Crony au 150 PSI et au 203 PSI. Alors pourquoi? Parce que ça n'est pas toujours le gaz le plus puissant qui amène la meilleure efficacité. Ça dépend des conditions. Là, 18 degrés, franchement, n'importe quel gaz devrait être efficace du 130 au 200 PSI. Bon, là, on nous recommande du 170. Donc, j'ai tapé entre 150 et 200. D'accord? J'avais pas de 170. Bon, lorsque j'utilise du 150 PSI, je vais être aux alentours de 250 FPS. D'accord? À la 0,20. Le hop-up le moins contraint possible, puisque totalement ouvert, c'était pas possible. Et c'est relativement régulier. Et vous voyez, quand je passe au 203 PSI, oui, j'augmente le kick. Par contre, je vais commencer par taper à 300 FPS, c'est-à-dire 50 FPS plus haut que le gaz précédent. Donc, on est sur une réplique qui réagit fort au type de gaz que vous utilisez. Donc, attention en été à ce que vous mettez comme gaz dedans lors du passage Crony, même si je pense que vous avez de la marge avant de ne pas passer. Mais on est déjà à 300 au 200 PSI.
à 18 degrés. Donc attention en été, hein, d'accord? Eh bien là, par contre, je vais avoir le premier tir à 300 et je vais avoir de très fortes variations à la baisse les tirs suivants jusqu'à une stabilisation à 285 fps. Et oui, parce que lorsque les gaz sont trop puissants par rapport aux éléments qui font l'étanchéité d'une réplique, eh bien, ce gaz peut s'échapper, d'accord, se disperser à différents endroits, ce qui fait les variations jusqu'à ce que, eh bien, la pression dans le chargeur soit adaptée à ce que peut supporter la réplique. Et de ce que me disent l'équipe des gens polis, à 100 au 174 PSI Nimrod là que vous pouvez trouver chez Airsoft Entrepôt, il n'y aura aucun souci pour jouer par température proche de 0, me disent-ils. Alors ensuite, sur les tests de tir, moi je me suis dit, on a un énorme chargeur, on va avoir une grosse charge de gaz et finalement il n'y a que 26 billes. Lorsque moi j'utilise mon WE, j'en tire 45 des billes et aux 150 PSI. Donc là je me suis dit, wow, vu le volume, je vais peut-être me tirer 50 billes. Non, ça va pas se passer comme ça. J'ai testé à 20 degrés de l'intérieur de ma salle à manger vers l'extérieur aux 130 PSI pour voir. Non, 130 PSI, même à 20 degrés, ça marche pas. On arrive à peine à 23 billes avec une pression intéressante et j'ai l'impression que je vais rater les cycles sur les 3 dernières, d'accord? Donc 130 PSI, pas possible. 150 PSI, je ne tire qu'un seul chargeur, d'accord? Aux 203 PSI, je tire un chargeur et 1 ou 2 billes, mais c'est parfaitement efficace à chaque fois. Alors, moi je le vois comme un point négatif, mais le collègue qui fait du milsim, il me dit, ben oui, j'ai un chargeur et je l'utilise une seule fois, et ensuite, oui, il y a une procédure de rechargement, ou simplement, il n'y a pas de rechargement, parce que je suis allé au bout, en fait, de ce qu'était capable de faire mon chargeur. Donc, effectivement, dans la dimension milsim, bah, il n'y a aucun problème. Mais il faut l'avoir en tête. Attention, vous ne ferez qu'un tour, même avec un gaz puissant. Donc, on est sur une réplique qui est gourmande au niveau de la puissance du gaz, mais gourmande aussi sur le volume de gaz total par tour complet de contenu en billes. D'accord? Bien. Par contre, au niveau du joint au pup, nickel. Franchement, si on me dit oui, moi j'ai fait un upgrade, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. D'accord? Je n'ai pas de side spin, j'ai une bille qui est rapide à la 0,25, je touche une cible humaine 5 sur 5 à 45 mètres. 45 mètres. Je n'ai pas de variation à droite, à gauche, et j'ai juste fait un nettoyage du canon. D'accord? Donc franchement, on est sur une réplique qui est jouable en sortie de boîte, il n'y a pas d'upgrade à faire, elle est nickel comme ça, mais consommatrice en gaz. Donc il va falloir bien choisir son gaz. Visiblement, eux, ils jouent avec des gaz relativement siliconés. Dites-moi, hein, chez les gens polis, si effectivement ce gaz siliconé n'a pas tendance à trop noyer le joint et à le rendre inefficace. La synthèse maintenant avec les points négatifs et les points positifs. Alors, les points négatifs, c'est personnel, hein. Hauteur des organes de visée. La fragilité de la peinture, bon ça c'est un fait. Il est très gourmand en gaz, il est exigeant en pression de gaz, et il faudra l'utiliser avec au minimum du 170 PSI. Les points positifs, la forme de la poignée qui est plutôt ergonomique, l'ensemble global esthétique qui est très moderne, les pièces disponibles en shop que je vous ai énoncé pour le modifier et le compléter, la qualité de tir jusqu'à 45 mètres à la 0,25 et une utilisation potentielle à la 0,28, des holsters compatibles. Des fois, on est ennuyé parce qu'il n'y a pas de holster compatible. Un système de réglage du hop-up à cliquer qui est efficace et précis. Donc, je garde ce petit doute c'est du déclaratif. Moi, j'ai pas de raison de ne pas leur faire confiance. De comment va fonctionner cette réplique en hiver et dans quel état elle sera au bout d'un an avec les différents frottements. Après, moi, je vous dirais qu'on fasse du milsim ou pas de milsim. On fait un petit paint sur la glissière et c'est reparti comme en 40. D'accord ? En bilan de cette revue, je trouve que Kizuna Works fait un très joli travail au profit des russophiles, que ce soit avec le PL15K ou avec ce MKW, et j'attends toujours que Tokyo Marui s'investisse sur les PA russes. On arrive à la fin de cette revue. Dans la semaine prochaine, je vous présenterai bien une nouvelle inspiration à base de Palma, Amoeba et de Zbrouya, mais pour ça, il faudra patienter un peu. On n'oublie pas que l'on fait un loisir et qu'après la mise en sécurité, loisir, ça rime avec plaisir, et ce plaisir, il est conditionné par le fait de prendre ses billes. Allez, au revoir.